Bonsoir à tous. L'actualité est dominée par la politique. Succès Masra à la présidence. C'est la première fois après 3 ans de transition que les deux hommes apparaissent sur le même lieu et même cliché. Vous entendrez dans cette édition la réaction des Tchadiens par rapport à cette audience. Et puis il y a eu hier le premier meeting des transformateurs, un an après la manifestation du 20 octobre réprimée dans le sang. Nous en parlerons avec notre invité dans cette édition. C'est tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Succès Masra au palais Toumaïn, il a foulé le rôle du lieu dans le cadre de l'accord de la réconciliation nationale signé à Kinshasa le 31 octobre dernier. Il est accompagné par le ministre Didier Mokanzu, envoyé spécial du facilitateur de la CEAC. Les discussions entre les deux personnalités ont porté sur la réconciliation nationale et l'apaisement pour la poursuite de la transition. Justine Alataroum nous fait le point. Cette poignée de main est une première entre les deux hommes. Le président de transition, Mahamat Idriss Déby Itno, et le leader du parti Les Transformateurs, Dr Succès Masra. Sur ces clichés, large sourire entre eux. Les deux adversaires d'hier se sont réconciliés. À l'origine de leur désaccord, la prise du pouvoir par les militaires au lendemain de la mort du président Idriss Déby Itno en avril 2021. Le second a haussé le ton et a appelé à des manifestations, notamment celle réprimée dans le sang le 20 octobre 2022 au lendemain de la prolongation de la transition de 2 ans. Des manifestations qui ont officiellement fait une 60aine de morts et plus de 300 selon les ONG et ont contraint les organisateurs à fuir le pays, dont Succès Masra. Et cette audience entre le président de transition et le leader des transformateurs a eu lieu sous le signe de réconciliation nationale. Dr Succès Masra a regagné N'Djamena le 3 novembre 2023. Depuis son retour, des voix dans le rang de l'opposition lui reprochent d'avoir changé de discours. Des propos qu'il a balayés d'un revers de main lors de son meeting. En ces termes, la réconciliation n'est pas une capitulation. Que pensent les citoyens tchadiens de la visite de Masra au palais Toumaïn? Sanda Kabdana a recueilli quelques réactions. Suivez. Avoir un changement à travers sa lutte, à travers son parti politique, les transformateurs, beaucoup ont compté sur lui. Et on ne sait pas c'est par quelle alchimie qu'il a fait son retour, à travers un accord qu'il a signé, et il est entré encore au gouvernement. Je peux dire que c'est un très bon signe à mon niveau, et c'est ce qu'il doit faire dès le début d'abord pour son entrée au Tchad. Parce que quand on parle de démocratie, parce qu'on dit que c'est un pays démocrate, d'abord ça doit être la paix, une entente entre les opposants pour que l'affaire marche. Donc s'il est reçu à la présence, je ne vois pas le mal, c'est un bon signe. Et ce qu'elle a, on prie pour qu'ils puissent s'entendre et puissent parler dans la paix au fait. Je dirais à mon niveau que c'est un bon signe parce que déjà là nous sommes en politique. On dit en politique il faut accepter le compromis. Je trouve que ce n'est pas un bon signe parce que nous, demain, nous ne saurons comment, n'est-ce pas, dire que voilà qui va être, n'est-ce pas, l'opposant, n'est-ce pas, du MPS. Parce que la vie, avant, on sait que le premier opposant, n'est-ce pas, du MPS, c'est Masra Succès. Dans la vision politique, je peux dire que non. Pourquoi non? Parce que c'est un leader que tout le monde attend de lui. Et de l'autre côté, c'est un chef de gouvernement. Donc, c'est deux chefs. S'ils se rencontrent, il y aura toujours des chefs qui dominent l'autre. Il devrait rester sur sa position qui est leader politique, qui est un opposant. Mais maintenant, s'il part là-bas, ça peut être qu'on peut lui nommer quelque part comme un chef. Donc, il va aussi rater sa politique. Depuis son retour après les événements du 20 octobre 2022 qui l'ont contraint à l'exil, Succès Masra, le président du parti des transformateurs, a fait un meeting ce dimanche 19 novembre 2023 à la place du Balcon de l'Espoir. C'est la toute première rencontre avec ses militants pour clarifier sa signature sur l'accord de principe. Nous recevons sur notre plateau Dr Yamingue Betibay, politologue. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir.
Dites-nous, Succès Masra est reçu à la présidence ce lundi. Faites-nous un commentaire sur sa visite. Ah oui, je pense que c'est l'aboutissement de la mise en œuvre de l'accord de Kinshasa, parce qu'il était prévu qu'il se fasse accompagner au pays par un représentant du facilitateur Tshisekedi. Et donc c'est fait. Le facilitateur a désigné son homme de main qui l'a accompagné, qui l'a mis en contact avec les plus hautes autorités. Donc c'est un moment de convivialité pour dire « oui, je suis déjà à la maison ». Et en face, pour qu'on lui dise aussi tu es rentré, comme tu as vu, il n'y a rien de grave, tu peux reprendre tes activités. Donc je pense que c'est le point final de la mise en œuvre, pour le moment, des premiers éléments de l'accord de Kinshasa. D'accord. Hier, il y a eu le premier meeting des transformateurs. Est-ce que Succès Masra était convaincant sur l'accord de principe, devant ses militants, bien sûr? Je crois que pour les militants, Masra Succès a été convaincant parce qu'ils sont visiblement tous partis satisfaits. On a lu sur les réseaux sociaux une expression de satisfaction. Maintenant, est-ce que Succès Masra a pu convaincre aussi les autres? Parce qu'il reste un homme public, un acteur politique, donc il avait ses militants à convaincre, mais il avait aussi ses partenaires politiques. Lesquels? Par exemple, les autres chefs de formation politique, ceux qui sont au pays, mais ceux qui sont aussi pour le moment en exil, parce que si vous avez lu l'accord en partie, il avait plaidé le sort de tout le monde, il a parlé de poursuivre les discussions ensemble, ainsi de suite. Donc il était question, dans cette prise de parole, de convaincre les uns et les autres de sa bonne intention à signer cet accord et à rentrer au pays. Et je crois que sur ce deuxième point, il reste des doutes. Je ne pense pas qu'il ait pu convaincre les autres. Et dans la foulée, le groupe de concertation des acteurs politiques accuse Masra d'avoir changé des discours. Est-ce que vous confirmez? Oui, il y a quelques éléments dans les discours de Masra Succès hier qui sont assez intrigants parce que, par exemple, il se présentait comme celui qui allait réaliser le rêve du défunt maréchal, à faire du Tchad, par exemple, la vitrine de l'Afrique. Donc s'inscrire dans cette logique, c'était quelque chose d'assez exotique. Mais on l'a vu aussi, ce qui du point de vue moral reste très noble, plaider pour une justice sans vengeance. Mais on reste aussi dans le registre du droit, donc la justice, mais aussi établir les responsabilités, réclamer que les auteurs des atrocités soient connus, ainsi de suite. Et nous avons suivi aussi qu'il y a beaucoup de références plutôt religieuses dans sa prise de parole, alors que on est là sur un terrain plutôt politique. Donc, on a l'impression qu'il y a un chevauchement de registre aussi dans cette prise de parole du président des transformateurs. Il n'a pas abordé la question de l'amnistie? Il l'a abordé, mais dans le sens de son parti politique. Il a dit que le choix d'accepter cette amnistie, c'était de blanchir le casier judiciaire des militants des transformateurs qui avaient été jugés et condamnés pour que ceux-ci puissent consommer leurs droits pleinement, par exemple ceux qui veulent être candidats aux législatives, aux communales, aux élections locales, à la présidentielle, qu'ils le fassent sereinement. Mais ce n'est pas simplement là la lecture que tout le monde, que tout juriste embryonnaire a de cet aspect, de cette disposition de l'accord. Donc, il l'a abordé, mais les questions qui sont posées par rapport à cet aspect de l'accord restent posées de mon point de vue. D'accord. Dans les jours à venir, est-ce qu'on peut s'attendre à voir les transformateurs dans les institutions de la République? C'est ce que Masra a dit dans son discours aussi. Il a dit qu'ils sont alliés du peuple pour les dirigeants de la transition. Donc, de façon très claire, il a annoncé non seulement le retour de son parti sur la scène politique, mais aussi la disponibilité de son parti à participer à la gestion de la chose publique. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il entre dans le gouvernement ou à ce qu'il accède à certains postes ou même à ce qu'il joue un rôle public ou administratif plus prépondérant
lui ou des membres de son parti. Est-ce que cela ne sous-entend pas qu'il a retourné sa veste? Non, pas du tout. Je pense que là aussi, c'est une façon plus religieuse de considérer la politique. Les vrais politiciens savent qu'en matière de politique, il faut placer les sentiments de côté. Donc, il y a les conjonctures, il y a la situation du moment qui peut amener à se repositionner. Et si vous vous souvenez, tout le monde voulait que le jeu politique soit ouvert, que ceux qui ne sont pas dans le processus regagnent le processus. Donc, d'une certaine façon, Masra Succès et les transformateurs ont fait ce que beaucoup d'observateurs souhaitaient. Sauf que la manière a été assez spectaculaire, parce que pour des radicaux, redevenir aussi facile à avaler par les adversaires d'en face, c'était quelque chose d'inattendu quand même. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie. Le Premier ministre Saleh Kebzabo a fait ce soir une communication à l'endroit des présidents et secrétaires généraux des partis politiques et ex-politico-militaires au ministère des Affaires étrangères. Cette communication est relative aux consultations référendaires dont la campagne sera lancée dans quelques jours. Aimé de l'UNASO. Dès l'entame de ses propos, le chef du gouvernement d'Union nationale a tenu à féliciter les chefs de partis politiques et les ex-politico-militaires pour les efforts consentis pour la réussite du dialogue national inclusif et la bonne gouvernance de la transition avant de s'attarder sur les enjeux du référendum. Ces chefs de partis politiques et ces ex-politico-militaires sont tous derrière un seul slogan, Coalition pour le oui. Pour clôturer le moment, un pacte de coalition pour un oui massif au référendum constitutionnel du 17 décembre est signé par chaque responsable des partis politiques et les ex-politico-militaires. La coordination des conseils nationaux de la jeunesse des pays du G5 Sahel lance ce lundi 20 novembre au ministère des Affaires étrangères l'atelier régional de capitalisation et de concertation sur l'engagement et la résilience des jeunes contre les conflits communautaires au Sahel. Aimé de l'UNASO. Ils sont une trentaine de jeunes hommes et femmes venus du Sénégal, du Burkina Faso, de la Mauritanie, du Mali et du Niger, pays membres du G5 Sahel, à prendre part à cet atelier de 48 heures dans le cadre de la mise en œuvre du programme conjoint Sahel en réponse aux défis Covid-19, conflits et changements climatiques, SD3C, des sujets de grande importance, cruciaux pour les Sahéliens. C'est pourquoi il est souhaitable que la jeunesse africaine et notamment sahélienne soit impliquée dans la recherche des solutions pour que les jeunes cessent d'être des fauteurs de troubles et deviennent des facteurs de stabilité, d'entente et de développement. C'est dans ce sens que cet atelier est initié pour le renforcement de la concertation, des échanges et de coopération entre les leaders des jeunes des pays du Sahel sur leur engagement et la résilience contre les conflits communautaires pour leur permettre de contribuer à la mise en œuvre du programme SD3C dans les zones d'intervention. Cette assise de travaux intenses vise à renforcer la concertation, les échanges et la coopération entre les leaders de jeunes des pays du Sahel sur les engagements, sur leur engagement, mais pas seulement. Il est important d'avoir à l'esprit que la jeunesse des pays du G5 Sahel constitue un maillon stratégique pour pouvoir contribuer à l'atteinte des axes stratégiques de développement durable si et seulement si son potentiel démographique est mis à bon profit à travers des politiques qui lui sont spécifiquement dédiées. Cet atelier de 2 jours permettra à la jeunesse sahélienne de trouver une solution au problème des conflits communautaires et définir les actions à réaliser en 2024 en lieu avec les priorités du programme SD3C.
Le crachat en pleine circulation est fréquemment constaté dans les rues de Djamena. Ce comportement incivique et irresponsable des citoyens observé dans la circulation choque plus d'un et n'est pas sans conséquence. Suivez le reportage de Masna Severin et Judith Kamtar. À bord du véhicule, sur la moto, voire à pied, les gens n'hésitent pas à cracher partout et bonhomme. Et c'est devenu récurrent dans la capitale. Est-il bon de cracher n'importe comment et n'importe où? Pour quelqu'un qui est conscient, donc le crachat provoque la maladie. Beaucoup plus, il y a des gens qui sont malades tels que le tuberculose, le hépatite, et quand tu craches en public comme ça, et après quand le vent soulève les poussières, et puis des fois avec les femmes qui vendent des choses en bilan, quand les poussières tombent et que quelqu'un d'autre marche, il pourrait attaquer vite la maladie. C'est dans la tradition africaine, quand on crache sur toi, c'est comme si tu es quelqu'un qui est un peu maudit, et le fait de cracher en public, c'est pas bien, ça donne ça donne des maladies, en tout cas ça a beaucoup d'effets négatifs. Parce que le fait de cracher en public ou dans la rue n'est pas du tout une bonne manière, parce que ça crée de l'insalubrité. Et au plan sanitaire, nous savons très bien que beaucoup de maladies peuvent se transmettre à travers les salives. Je prends l'exemple de la tuberculose, ça peut être transmis à travers les salives. Donc le fait de cracher, sur le plan sanitaire d'abord, c'est une mauvaise pratique. Et également sur le plan, je peux dire sur le plan juridique, ce n'est pas également une bonne manière parce qu'on parle des règles de bienséance. Ça ne fait pas du tout partie des règles de bienséance. Quelles sont les conséquences de cette pratique? Nous avons posé la question à cet expert. Alors, il y a des bactéries qui se logent là dans la sphère ORL, donc au niveau de la fosse nasale, au niveau des oreilles et au niveau de la bouche. Et c'est pour cela qu'il y a certaines maladies telles que la carie dentaire qui se développent, ou bien certaines infections lorsque le système immunitaire est un peu bas chez les gens qui ont le VIH, ou bien certaines maladies auto-immunes, il y a des candidoses buccales. Donc il n'y a pas que des bactéries, il y a aussi des champignons. Donc même le fait de se donner des baisers et autres, il y a aussi d'autres maladies, les virus et autres. Il y a la mononucléose infectieuse, il y a la tuberculose. Beaucoup de maladies peuvent se transmettre parce que dans les cavités buccales, il y a beaucoup de germes qui circulent là. De ce message, il est préférable de s'écarter pour cracher ou le faire sans déranger les autres. C'est tout pour cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Tchad Info TV. Au revoir.